E-P-L-E. Ça ne me parle pas du tout. Un établissement pour former les adultes, non? C'est pas un syndicat lycéen? Pour les collèges, je pense que c'est du ressort de la région. Les collèges, c'est l'État, non? Et puis le lycée, c'est la commune? Ou c'est l'inverse? Les deux premiers actes de la décentralisation, les lois d'orientation et les réformes successives, ont en 25 ans modifié en profondeur l'organisation des établissements publics locaux d'enseignement. Dans un environnement qui les place entre l'État et les collectivités territoriales, dans un contexte de forte demande sociale, comment les gestionnaires et les personnels de direction de l'éducation nationale vivent-ils leur mission? Quelles sont leurs attentes? Entre autonomie relative, compétences partagées et nécessité de réussir. Dans la décentralisation, le plus important, c'est l'apport financier et tout ce qui concerne l'équipement, la création de bâtiments, l'entretien des bâtiments. Pour nous, ça a été un véritable progrès. C'est-à-dire que les interlocuteurs sont très faciles d'accès, les demandes sont assez rapidement traitées, il y a une vraie réactivité et il suffit de se promener d'ailleurs un peu partout en Île-de-France pour se rendre compte que beaucoup de lycées ont bénéficié réellement de manière importante. Ce lycée en fait partie d'ailleurs. Les plus gros changements pour nous, ça a été effectivement cette prise en charge du bâti et donc des rénovations qui ont été accélérées et qui ont permis à mieux vivre dans les établissements. Et c'est vrai que globalement, on peut dire que la décentralisation a été réussie. Alors dans l'organisation au quotidien, on a effectivement l'EPLE est vraiment au centre de différentes politiques, parce que parfois les politiques peuvent être un petit peu en conflit, on va dire, sur certains secteurs. Mettre en œuvre l'autonomie de l'EPLE avec des partenaires publics locaux, territoriaux et donc d'État, ça oblige à mettre en œuvre au quotidien beaucoup de concertation et beaucoup de force de conviction. Ce qui peut angoisser beaucoup de collègues, c'est que cette grande autonomie, comment dirais-je, avec des budgets très contraints, on a l'impression que souvent les chefs d'établissement, certains peuvent penser qu'on est en train d'essayer de faire passer beaucoup de réformes et avec pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est un peu, des fois, l'impression que l'on peut avoir, alors qu'on a demandé cette autonomie qui n'est pas toujours facile à vivre quand on sait que le cadre qui était protecteur, quand on avait un cadre national ou autre, on disait le cadre est là, si ça marche pas, c'est au-dessus. Ce cadre ou ce filet risque de ne plus être là. Pour appliquer localement les projets émanant du ministère de l'Éducation nationale, le chef d'établissement, personnel d'État, présente ceci au conseil d'administration, instance exécutive où sont représentés tous les acteurs et les partenaires de la communauté scolaire. Au moment où on présente, en général, c'est un projet d'ailleurs qu'on nous demande de présenter, qui est un projet, on va dire, État, pour faire ça, un projet éducation nationale. On le présente au conseil d'administration. Et là, je crois qu'on a un devoir de présenter avec loyauté le projet, en tant que fonctionnaire de responsabilité de l'éducation. Il y a le vote, ce projet est soumis à un vote. Jusqu'au vote, je pense qu'on a toujours le devoir de loyauté. Après, si le vote rejette le projet, dans ce cas-là, évidemment, on est le président exécutif, j'ai envie de dire, le directeur plutôt exécutif du conseil d'administration. Et à ce moment-là, on respecte le vote du conseil d'administration. Voilà, on a une autre loyauté, cette fois, à tenir à l'égard du conseil, c'est-à-dire d'exécuter la décision du conseil. En l'occurrence, par exemple, de rejeter un projet. La loi d'orientation de 2005 a accentué l'autonomie pédagogique de l'EPLE en instituant le conseil pédagogique et en rendant possible l'expérimentation. Quant à la réforme des lycées, elle offre, dans un cadre national, quelques marges de manœuvre supplémentaires aux chefs d'établissement et à l'équipe pédagogique en termes d'organisation des enseignements. Dans la loi, ça a été dans un premier temps un vœu un peu pieux. Enfin, il y avait ce fameux article 34 qui permettait quelques expérimentations, mais ça demeurait comme très marginal et anecdotique, moi, de ce que j'ai pu en voir. C'est vrai que la réforme des lycées nous a quand même là donné une marge de souplesse.
La réforme des lycées implique des changements, implique une plus grande concertation de part des enseignements qui se pratiquent en co-enseignement, à plusieurs, à 2 enseignants, 3 enseignants, soit en filage, c'est-à-dire que les enseignements se suivent, soit un véritable co-enseignement sur un même créneau horaire. Je crois que les réalités sont tellement multiples et variées qu'on ne peut être efficace que si on s'adapte réellement à un contexte local. Je veux dire, un collège de centre-ville, un collège de zone extrêmement défavorisée, la réalité d'une banlieue difficile ou bien, je ne sais pas, d'une province rurale, tout ça induit des pratiques, des modes de fonctionnement divers et absolument incomparables. En donnant cette autonomie pédagogique, au-delà des moyens, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas encore tous les moyens de cette autonomie, l'autonomie pédagogique qui est donnée aux acteurs permet de construire, d'adapter le programme national aux besoins locaux, aux besoins des élèves, et d'adapter les programmes d'action, finalement, aux besoins aussi des acteurs. Si on veut qu'une 3e vague de décentralisation soit effective, il faut qu'elle soit expliquée, admise par tous les membres de la communauté, justement, et d'abord par les professeurs. Plus de dialogue, c'est indispensable avec l'ensemble des membres de la communauté éducative, que ce soit les élèves, les parents, la collectivité locale, les professeurs évidemment et les autres membres du personnel. C'est très 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 important. En 2004, lors de l'acte 2 de la décentralisation, les collectivités territoriales sont devenues les propriétaires des EPLE et ont hérité des missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien. Quant au personnel technique, ils ont été transférés à ces mêmes collectivités. C'est un vrai risque. C'est un vrai risque et qu'on a vécu. Du point de vue d'AI, on a été obligé d'intervenir très régulièrement auprès des collectivités territoriales pour faire simplement respecter ce qui était inscrit dans la loi, c'est-à-dire qu'il y avait mise à disposition des personnels désormais décentralisés auprès des établissements avec l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement et du gestionnaire. Or, cette autorité fonctionnelle qui devait s'exercer au travers de la fonction dite de correspondant technique de la collectivité qui est la nôtre désormais, a souvent été mise à mal. Les collectivités de rattachement et plus particulièrement les conseils généraux qui avaient l'habitude de gérer du personnel se sont retrouvés dans une situation où leur direction de ressources humaines a agi comme elle agissait avec les autres personnels du conseil général, c'est-à-dire en mettant complètement de côté le rôle du gestionnaire. Je crois qu'à l'heure actuelle, on est en train de revenir un petit peu en arrière sur ces aspects-là et de replacer les gestionnaires justement comme un chef d'équipe, comme un manager, alors pas comme un agent-chef, hein, parce que ça c'est pas notre fonction, on est bien d'accord, mais bien comme le personnel qui est sous l'autorité du chef d'établissement, à côté du chef d'établissement, mais qui est le correspondant de la collectivité pour toutes les questions de gestion matérielle des EPLE. Nous, on reste un petit peu au milieu du gué, donc c'est pour ça que j'aurais envie de parler un petit peu de décentralisation inachevée, dans le sens où, de mon point de vue, mais là ça reste personnel, même si je sais que c'est partagé par d'autres collègues, il faudrait que la région, à mon avis, délègue, en tout cas dans les gros établissements, enfin, quand je dis la région, c'est chaque collectivité, délègue un personnel pour suivre les dossiers d'entretien, de maintenance, voire de gestion des personnels. Entre autres évolutions, celle que je retiendrai le plus et qui a impacté profondément sur mes pratiques professionnelles, c'est peut-être l'évolution de la carte comptable qui a véritablement et en profondeur bouleversé mes pratiques quotidiennes, dans la mesure où, quand je suis arrivée dans l'Académie de Versailles, je suis passée très rapidement de 3 établissements à 7. Hein. Et j'ai essayé bien évidemment d'assurer cette fonction tout en, maintenant et en maîtrisant au mieux mes fonctions de gestionnaire de l'établissement support. Avec un bémol bien évidemment, à condition que les groupements ne soient pas de taille monstrueuse. Il faut que ça reste des groupements de taille humaine malgré tout. Hein, à mon avis, 7 établissements, c'est largement suffisant. Au-delà, cela se ferait au détriment de la gestion. Il a fallu 25 ans pour que le gestionnaire devienne, dans le code de l'éducation, cet adjoint indiscutable du chef d'établissement, une réalité de terrain enfin reconnue.
Historiquement, l'équipe de direction était constituée du chef d'établissement et des proviseurs adjoints. Et le gestionnaire était dans une situation ambiguë. On espère qu'avec la sortie de ce texte, nous serons réellement mis sur le devant de la scène et pleinement intégrés à l'équipe de direction. Dans 10 ans, le gestionnaire, ce sera véritablement, alors je provoque un peu en disant directeur administratif et financier, mais je vais provoquer, tant pis, oui, le responsable administratif et financier de l'établissement sous l'autorité du chef d'établissement. Ce sera aussi quelqu'un qui sera pleinement dans l'équipe de direction, qui participera au pilotage de l'établissement avec son éclairage, aux côtés de l'éclairage pédagogique. Et puis ce sera quelqu'un qui aura aussi fait une autre révolution qui est en cours et qui est extrêmement importante, ce sera la réforme du cadre budgétaire et comptable. C'est très technique la réforme du cadre budgétaire et comptable, mais c'est une autre approche du budget qui devra impérativement désormais coller complètement au projet d'établissement qui va être certainement le cœur de l'avenir de l'EPLE.